Soa et vous, un podcast qui vous donne la parole. Êtes-vous prête à découvrir des femmes inspirantes ? Avec Nice, nous rencontrons quotidiennement des femmes exceptionnelles et nous avons décidé de le partager avec vous. Au fil des épisodes, nous vous invitons à rencontrer des femmes extraordinaires qui, chacune à leur manière, brisent le plafond de verre et tracent leur propre chemin. Ensemble, soyons extraordinaires. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce premier épisode de Soa et vous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nina. Bonjour. Voilà, donc Nina, c'est un peu particulier aujourd'hui puisque tu as ton cabinet là où Soa a ses bureaux. Donc on se croise quand même régulièrement, on se parle aussi régulièrement. Mais là, c'est l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Donc je vais commencer par te présenter. J'ai rédigé un petit quelque chose. Je te laisserai l'occasion de me corriger, de rajouter des choses si tu le souhaites. Donc Nina, tu es psychologue spécialisée dans les psychotraumas et personnes victimes de violences sexistes et sexuelles depuis à peu près 1 an. Donc cette vocation, tu l'as eue après plusieurs années d'études en mécanique à l'Université de technologie de Compiègne. Et fascinée par la complexité du comportement humain, tu t'es orientée vers la psychologie en suivant un cursus dédié aux sciences humaines. En 2024, tu ajoutes une nouvelle casquette à ta vie professionnelle car tu deviens la cofondatrice de Chizy, qui accompagne les entreprises à développer leur qualité de vie au travail. Et on peut dire que ce soit en tant que psychologue ou que cofondatrice de Chizy, on retrouve chez toi 2 éléments ultra importants qui sont ton engagement, d'abord à travers ton combat contre les violences sexistes et sexuelles, notamment auprès de l'association Liberté Mo dans laquelle tu as fait beaucoup de bénévolat, mais aussi lors des conférences et études que tu as réalisées sur le sujet. Et aussi ton sens de l'écoute envers tes patients, mais pas que, parce que tu es convaincue que la discussion et l'écoute sont les clés pour amener un changement pérenne dans les entreprises et les organisations. Tu es donc pour moi une psychologue 2.0, bienveillante, extrêmement talentueuse pour accompagner chacun à mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Oh bah non là. je vais savourer. J'ai bien bossé. C'est beau et je savoure pendant quelques secondes. J'ai bien bossé, voilà. Tu veux pas venir me présenter de temps en temps ? Pas de problème, voilà, c'est cadeau, c'est pour toi. On a dit qu'on échange avec des personnes exceptionnelles, donc voilà. Tu es exceptionnelle. Eh ben merci. Donc, pour le début de ce moment qu'on va passer ensemble, on va faire un petit jeu. Je vais mettre un chrono d'1 minute. Je vais te poser des questions et le but, c'est de répondre à un maximum de questions avant que la minute ne se termine. Ok. Tu me dis quand tu es prête, on y va. Prête. Rendez-vous psy en réel ou en visio ? Les 2. Plutôt psychanalyse ou thérapie brève ? Plutôt thérapie mais pas brève. Ok. Psychologue ou formatrice qualité de vie au travail ? Psychologue. Sortie entre copines ou soirée réseau ? Sortie entre copines. LinkedIn ou Instagram ? LinkedIn pour le pro, Insta pour le perso. Ok. Chien ou chat ? Lapin. Authenticité ou excentricité ? Les 2. Prospection téléphonique ou bouche à oreille ? À bouche à oreille. Je déteste appeler. Ok. Tatouage couleur ou noir et blanc ? Couleur. As-tu des regrets dans la vie ? Pro, non. Perso, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans ta vie ? Maintenant, non. Quelle est la première chose que tu fais quand tu arrives à ton bureau ? Je vais mettre ma boîte à manger dans le frigo. Ok. Quelle est la première chose que tu fais quand tu te lèves ? Je regarde Insta, c'est honteux. Et enfin, pour finir, séance de psy allongée ou assise ? Assise. Ok. On arrive à la fin. Merci. Donc lapin. Bah ouais, mais j'ai un lapin en commun. Trop bien. Super. Et donc après cette première minute, on va commencer le jeu des questions. Donc je réexplique, on a une boîte, plusieurs questions. L'idée, c'est que tu nous donnes ce que tu as envie de nous donner aujourd'hui et qu'on apprenne à te connaître autrement. Bonjour, je m'appelle Nina et je suis voilà. Donc je remets un chrono puisqu'on ne va pas dépasser les 15 minutes. Et c'est parti. Alors, je vais commencer par te demander si tu devais donner un conseil à une femme qui veut créer son entreprise, qu'est-ce que tu lui dirais ? Entoure-toi bien.
pas que au niveau pro, et je dirais surtout au niveau perso, parce que émotionnellement c'est hyper dur et c'est hyper compliqué. Vraiment, l'administratif français c'est une catastrophe, on comprend rien. Et en fait, bien s'entourer, c'est aussi avoir des gens qui, même s'ils n'ont pas forcément fait la même chose que nous, ils peuvent nous écouter, nous soutenir et puis écouter aussi quand on flippe, parce que je pense que quand on crée sa boîte, on flippe beaucoup. Et ça, on le dit pas assez. Et puis, comme le fait de monter sa boîte, c'est quelque chose d'assez masculin, et que les choses assez masculines, c'est ne pas avoir peur, et du coup, on ne le met pas du tout en avant. Et on met pas du tout en avant que émotionnellement c'est hyper dur, c'est les montagnes russes en permanence. On sait pas forcément vers qui s'adresser au démarrage, et donc ne pas rester seul. Et une personne qui débute mais qui se sent seule justement parce que soit dans son entourage elle n'a pas de personnes ouvertes à ce qu'elle fait, qu'est-ce que tu lui dirais de faire pour s'entourer? Trouver des espaces où il y a des gens, c'est tout simple, mais tu le disais, on se croise à l'espace de coworking. Moi, j'ai aussi choisi un espace de coworking et pas un cabinet de psycho, parce que je savais que je montais ma boîte à côté et que je voulais aussi des gens qui n'avaient pas que cet aspect du libéral, et qui avaient aussi cet aspect, qu'est-ce que c'est quand on ne va pas chercher du patient, mais qu'on va chercher du client. Oui. Et que faut faire de la comptabilité, il faut monter des statuts de société, faut comprendre c'est quoi un bilan comptable, parce que Dieu, évident. Voilà. Et tout ça, je l'ai beaucoup plus trouvé à l'espace de coworking où en fait, même si on rigole beaucoup, au fond, quand tu as une question, tu la poses et il y a toujours quelqu'un qui va répondre. Oui, c'est vrai. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que ça permet à la fois de se sentir entouré pour développer son entreprise, ou en tout cas se lancer, mais ça permet aussi d'avoir de la force parce que travailler tous les jours tout seul, surtout, rencontrer du monde et parler du boulot, mais pas que, ça peut nous faire une petite pause, on est reparti. Alors, quelle est ta plus grande difficulté? Quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée depuis que tu t'es lancée? Le téléphone. Ça, c'est le moment où je suis contente qu'on soit deux pour lancer la société. Mais ça me fait défaut du coup de mon côté psychologue libéral. Je suis quelqu'un qui a un gros problème avec le fait de téléphoner. Ça me stresse énormément. Comme quoi on peut être psy avec des problèmes dans sa tête. Il n'y a pas de... L'un n'empêche pas l'autre. Les cordonniers seraient-ils les plus mal chaussés? Mais ce qui fait que du coup c'est comme ça qu'on comprend d'autant mieux les gens, parce qu'on sait que nous aussi on a nos soucis. Et c'est vraiment le côté aller faire du démarchage téléphonique. On sait que ça marche, mais pas beaucoup. Mais c'est quand même ça marche, et quand on se lance, et en fait, le but c'est aussi d'exister, parce que les gens ils vont pas connaître nos sociétés si on n'a pas été leur dire hey, coucou, j'existe, je suis là. Voilà. Et donc faut le faire. Alors moi j'investis du coup beaucoup plus facilement tout ce qui va être réseaux sociaux, c'est pour ça que j'étais LinkedIn niveau pro. La com, j'ai aucun problème sur ça, même si c'est parce que je préfère, parce que je suis psy à la base, mais je le fais et j'arrive à en tirer mon parti. Les appels, c'est dur. C'est pas ça. Ouais. Donc tu es plutôt team si je ne sais pas en tout cas si c'est pas ce que je préfère faire, je délègue. J'essaye de déléguer, parce qu'il y a d'autres choses que j'aime pas trop faire, mais que je vais faire quand même, comme le réseau en présentiel. Après, il y a des fois où j'ai pas le choix, mais à ce moment-là, je vais aussi faire attention à moi. Dans le sens où, en fait, quand on se lance, il y a énormément de choses super compliquées à faire, qui sont pas du tout le métier pour lequel on est là à la base. Moi, pour l'instant, la société qu'on a fondée, c'est pas les formations qu'on fait le plus, c'est tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est comptable, avocat, notaire, création d'entreprise, communication sur les réseaux, prospection, commerciale. Et c'est pas, à la base, c'est pas ça qu'on signe. Oui. Et donc, on est là en mode de bon, c'est bon, on se prend déjà assez d'énergie. Donc, on va essayer de se préserver des espaces. Et y a des choses où, quand on est à deux, c'est une force aussi, c'est de pouvoir se dire, toi, ça te gêne moins. Moi, je peux aller faire d'autres choses qui, toi, te gênent plus, et on va éviter de s'épuiser mentalement pour rien. Oui. Donc, vous êtes plutôt dans un binôme complémentaire. Ouais. D'accord. Je rebondis aussi sur ce que tu viens de dire, sur le fait que que vous passez énormément de temps sur la compta, sur le téléphone, etc. Et c'est vrai que
Ça, c'est un point, je pense qu'on ne voit pas assez quand on se lance, quand on vient de créer son entreprise ou quand on se lance en tant qu'indépendant. Les gens imaginent qu'on passe toute la journée à faire le métier, quoi. Et on oublie un peu que voilà, il y a plein d'autres missions derrière. Donc, c'est ultra important de l'avoir sur nous. Et ben on va continuer. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ce que tu fais? Bah, tu l'as dit dans ta présentation, l'engagement. Ouais. Moi, j'ai changé, j'ai arrêté, ouais, donc je faisais des études d'ingénieur mécanique et j'ai arrêté aussi notamment parce que j'avais pas le sens dans ce que j'allais faire. D'accord. J'ai fait mon stage et j'ai compris que je me levais le matin pour aller faire des calculs de maths, des Excel, des trucs comme ça. Et alors, je m'amusais, mais je comprenais pas c'était quoi la finalité. Les personnes elles disent ouais, mais ça t'aide à faire des avions, des voitures, ce qui permet de. Oui, mais non, en vrai, moi, je vois pas réellement concrètement en quoi j'améliore la société chaque jour. Oui. Et j'avais besoin de ça. J'avais besoin de savoir pourquoi le matin j'allais travailler et pourquoi je me donnais cette peine. D'accord. Et du coup, j'ai laissé tomber et j'ai repenché sur comment on peut avoir un sens dans le travail. Et il y a plein de métiers qui ont du sens. Hein. Il n'y a pas du tout que de la psychologie, il n'y a pas que du tout même le médical. Hein. On peut penser, moi je pense beaucoup aux agriculteurs. C'est des métiers qui ont énormément de sens en soi. Et qui, tous les jours, on sait pourquoi on se lève. Et ça reste un métier très dur. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers où quand on a un sens comme ça, c'est très dur, mais justement on y va parce qu'on sait pourquoi. Et je suis en train d'oublier le début de la question, mais c'est pas grave. C'est qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais? Et du coup, moi, ce qui m'a motivé énormément, c'est l'engagement parce que c'est tout ce qui est violence sexiste et sexuelle. Parce que en école d'ingénieur, il y en a énormément. Alors, d'autant plus que moi, mon école d'ingé, elle commence à dater un petit peu. Oui. Et que c'était avant MeToo que tout ça s'est passé. D'accord. Et il y en avait énormément, mais même actuellement, il y en a toujours, même dans les entreprises, il y en a beaucoup, enfin on voit. Et moi je trouve qu'on est dans une société où c'est assez fou. On a d'un côté des personnes comme Judith Godrèche qui prennent enfin la parole, qui arrivent enfin à dénoncer des choses. Et de l'autre côté, on a des montées au niveau politique. Enfin, je sais pas si... là, nous, quand on enregistre notre nouvelle Assemblée nationale, on ne sait pas à quoi elle va ressembler. Oui. Et quand on se bat contre les violences sexistes et sexuelles, ça fait très peur. Et c'est quelque chose où on se dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'on est dans une société qui est à ce point-là divisée? Et moi, c'est aussi quelque chose dans l'approche que j'ai qui est importante de faire comprendre que ça concerne tout le monde et qu'il n'y a pas que les ultra-féministes qui sont concernés et qu'on peut toujours nuancer son propos pour amener toutes les personnes. Et en fait, c'est ça qui me fait me travailler tous les jours. C'est de me dire que en fait, je peux réussir à unir les gens autour d'un sujet et en formation, ça se sent et ça se voit. Et c'est génial quand on a un groupe qui a un consensus à la fin alors qu'au démarrage, on avait une personne qui était en mode le viol, ça n'existe pas. D'accord, ça arrive des fois. Voilà, et qu'à la fin, si la personne elle a compris pourquoi, et son groupe en plus a accepté sa phrase. Et c'est pas mis en opposition ferme, mais juste a dit ok, on va travailler tous ensemble pour comprendre pourquoi tu penses ça et pour te démontrer qu'il faut plus le penser. Oui, c'est vrai que je trouve que depuis quelque temps, on a eu une grande phase où chacun cherchait à atteindre une certaine liberté. Liberté dans sa façon d'être, liberté dans ce qu'il aime, liberté dans ce qu'il fait. Et en fait, j'ai l'impression que à chercher toute cette liberté, on a aussi perdu un peu, l'expression elle est bateau, mais le fait que la nôtre, elle s'arrête à un moment donné où il y a celle du voisin qui commence. Et que la liberté du voisin, de Pierre-Paul Jacques, même si directement elle ne concerne pas, à un moment donné, dans notre vie, ça va nous concerner en fait. Soit parce qu'on va être amené à échanger avec des personnes qui sont dans cette situation-là, soit parce qu'on va avoir des enfants qui vont être dans cette situation-là, soit parce que plus tard, on va tout simplement évoluer, changer d'avis, changer notre façon de voir les choses. Et du coup, c'est ultra important et c'est tellement important que c'est presque choquant et aberrant qu'on ait besoin de se battre en fait. Pour ça. Oui, mais c'est ça. En fait, il y a une phrase qui tourne pas. Enfin, moi, je vois en tout cas beaucoup sur les réseaux sociaux actuellement, et c'est une phrase de Karl Popper. Alors, je la connais pas par cœur, parce que je
suis pas très bonne en citation. Mais le principe, c'est de dire, est-ce que la tolérance, c'est accepter l'intolérable, ou est-ce que la tolérance, c'est savoir où elle s'arrête? D'accord. Et je trouve que c'est très intéressant, parce que est-ce qu'on accepte de mettre en avant tous les points de vue, alors qu'il y a des points de vue qui vont à l'encontre de notre constitution, ou est-ce qu'à un moment, on accepte de dire, bah non, en fait, il y a un moment où on met une barrière à la tolérance, et que la tolérance, bah, c'est on accepte tous les points de vue, mais au sein des règles qu'on s'est fixées à la base. Oui. Et ça, ça revient avec la liberté. C'est la même chose, il y a un moment où est-ce qu'on accepte qu'on puisse dire tout et n'importe quoi, ou est-ce qu'il y a un moment où on accepte qu'il y a quand même des règles du jeu et qu'on joue avec. Et toi, ta position par rapport à ça, Bah moi, je pense qu'on a des règles du jeu. Je pense que si t'es avec ton pote Didier qui accepte complètement tes blagues racistes ou sexistes, mais que vous êtes que tous les deux, on s'en fout, vous dites ce que vous voulez. bien sûr. Mais qu'à partir du moment où t'es dans une situation où il y a d'autres personnes qui peuvent être gênées, bah t'entends qu'ils sont gênés et t'arrêtes de dire des blagues. Oui. Moi, c'est toujours cette idée-là de on changera pas les gens, mais on peut leur mettre un cadre et leur faire comprendre que tout le monde n'est pas comme eux et qu'il faut se respecter les uns les autres. Tu m'as dit. C'est très très bien. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer en tant qu'indépendante? Je pense que la réponse, tu me l'as donnée un petit peu Oui. depuis le début, c'est l'engagement et la quête de sens. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les différentes interventions que tu as faites, la quête de sens prend beaucoup de place? Oui. Ouais, c'est essentiel. C'est très amusant parce que j'en discutais il y a 2 jours avec une copine qui est aussi psychologue et qui, elle, pour le coup, est salariée. Et il y a ce côté-là où elle n'a pas forcément le sens de ce qu'elle veut. D'accord. Et où je disais, mais que, en fait, moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir peut-être galéré comme une tarée à obtenir une formation à faire, un atelier à faire. D'avoir passé des appels et d'être passé outre mes propres difficultés et d'avoir à la fin de cette formation quelqu'un qui dit merci en fait je pensais pas que j'avais vécu ça, maintenant ça me soulève d'un poids, maintenant je sais que je peux parler, maintenant j'ai plus peur et maintenant je vais avancer. Et là quand quelqu'un vient et nous dit ça, on s'en fout, on peut avoir vécu n'importe quoi, c'est pas grave. Là, tu comprends pourquoi tu as passé autant de temps à faire ce que tu fais. Ouais. C'est vrai que la question de sens, c'est le moteur. C'est le moteur. Et ça nous permet, après moult difficultés, quand on arrive à avoir un minimum de résultats, de se dire « je ne l'ai pas fait pour rien ». Et c'est quelque chose, à mon sens, qu'on devrait aborder dès le cursus universitaire, même avant. C'est-à-dire que certains métiers peuvent être attirants, mais est-ce que ça nous correspond? Est-ce que les valeurs qu'implique ce métier-là rentrent en cause avec les nôtres? Est-ce qu'on se sent de continuer là-dedans malgré les difficultés? Est-ce qu'on se sent de se réveiller le matin pour faire ça? On devrait le faire un petit peu pour le savoir. Alors, est-ce que tu peux partager avec nous ta plus grande réussite? Je pense que ma plus grande réussite, c'est avec Libertémo. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous présenter Libertémo? Alors, Libertémo, c'est une association qui a été fondée par Morgane Carrel. Parce que en fait, j'ai beaucoup de Morgane autour de moi, parce que la société, je l'ai confondée aussi avec une Morgane, mais pas la même. D'accord. Et donc, voilà, Morgane Carrel, elle a fait cette association. Et on s'est rencontrés et au début, moi j'ai proposé juste de faire du bénévolat comme ça. Et puis j'ai vu une porte d'entrée pour faire un stage dans mon master de psychologie. Et puis ça a hyper bien matché. On a complètement compris l'une et l'autre ce qu'on voulait faire. Et en fait, ce qu'on fait, c'est un parcours d'accompagnement. Enfin, notre projet principal, c'est un parcours d'accompagnement pour les personnes victimes de violences sexuelles. D'accord. Et on s'est rendu compte que les personnes victimes de violences sexuelles, dans la société, elles sont orientées que vers du psychologique, si elles sont orientées. D'accord. Donc il y en a qui ne sont pas du tout orientés, qui restent... Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire et qui ne savent pas vers qui s'orienter. Et nous, on s'est dit, mais en fait, il y a aussi le corps
dans l'agression sexuelle, dans le viol, il y a aussi le corps en fait qui est endommagé. Et il y a ce lien au corps qui est coupé. Et ça devient du coup très important de le remettre au centre. Et donc on s'est dit, Morgane s'est dit, et je l'ai aidé, que ce serait bien de construire un parcours où il y ait les deux qui se répondent. Et on a même rajouté une réponse avec du psycho-éducatif pour que l'empouvoirment puisse s'effectuer, donc reprendre le pouvoir par la connaissance. Et là, c'est par la connaissance au niveau du juridique, comprendre comment la justice fonctionne, parce qu'il y a tellement de personnes victimes qui sont déçues ou qui n'osent pas porter plainte, ou qui ne veulent pas et qui ne comprennent pas pourquoi leur plainte est classée sans suite et tout. Donc on explique tout. Comprendre qu'est-ce que le psychotrauma, parce que se comprendre ce qu'on vit et ce qui se passe, c'est aussi un bon moyen de s'en sortir. Accepter aussi ce qu'on a vécu, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui sont victimes et qui ne se rendent pas forcément compte, doivent peut-être venir par curiosité et qui mettent un certain temps avant de réellement se rendre compte de ce qu'elles ont vécu. Oui, ou même se rendre compte de l'ampleur des conséquences que ça a sur leur vie. D'accord. Il y a plein de fois où c'est mais je pensais pas que le principal, c'est les infections urinaires par exemple. On sait que les violences sexuelles, ça peut induire des infections urinaires. D'accord. Et c'est jamais mis en avant. Et il y a beaucoup de femmes qui se disent un coup, je comprends mieux en fait. Et on va avoir aussi tout ce qui est le rapport au corps et comprendre comment le corps fonctionne, nos organes génitaux fonctionnent, notre rapport à la sexualité, au genre, tout ça. D'accord. Merci. Écoute, on arrive au terme de notre chrono pour les questions. J'aurais quand même une dernière question à te poser. C'est, est-ce que tu as une citation, un leitmotiv, un mantra, quelque chose qui te permet de garder le sens que tu cherches quotidiennement? Alors, j'avoue que moi, je ne fonctionne pas beaucoup au mantra. D'accord. Une image, peut-être? Mais par contre, je sais qu'il y a quelque chose que je répète beaucoup à mes patients. Oui. Et que je trouve qui est très important. On ne change pas les gens. Et je sais que je l'ai dit là, pendant l'interview. On ne changera jamais les gens, ça c'est vraiment une illusion. Les gens, ils peuvent changer tout seuls par eux-mêmes, mais on ne change pas pour quelqu'un et quelqu'un ne nous change pas. Par contre, nous, on peut toujours choisir quelle relation on va avoir avec les autres. Et en fait, c'est ce pouvoir-là qu'il faut avoir. Et quand il y a une relation qui ne nous convient pas, soit on la change, soit on l'arrête. Inspirant. Donc, on devrait toutes faire encore plus attention aux personnes qui nous entourent. Et effectivement, se rendre compte que si la relation n'est pas bonne, qu'est-ce qu'on fait avec la personne? Est-ce qu'on reste entouré par cette personne-là et on subit, entre guillemets, ou est-ce qu'on réfléchit, on s'éloigne un peu, on prend des distances? C'est vrai que c'est une question qui est très importante. Moi, en tout cas, elle fait écho parce que ne change pas les gens, je le comprends tous les jours. Parfois un peu trop. Mais oui, effectivement, on ne peut pas se changer les uns les autres. Par contre, ce qu'on peut faire, si à un moment donné, quand on doit intervenir ou échanger avec l'autre, c'est mettre un petit peu d'eau dans son vin et comprendre que même si nos valeurs sont différentes, on se doit le respect. Ça revient un petit peu au cadre et à la loi finalement. Tant qu'on respecte les mêmes lois et qu'on fait attention aux libertés des autres, ça devrait bien se passer. Oui, mais en fait ça met aussi beaucoup en avant, et généralement c'est là que les gens ils le perçoivent, c'est les limites. Oui. On a le droit de poser des limites, et on a le droit d'exiger des gens qui nous respectent. Et on a le droit d'exiger d'une relation qu'elle corresponde à ce qu'on veut. Oui. Sinon on a le droit de partir. Aussi. Merci beaucoup Nina pour rien. ce mot de la fin. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose avant que l'on termine? Merci de m'avoir reçue, c'était super agréable, c'était très amusant et je souhaite longue vie à ce podcast. Je vais rajouter une dernière chose, est-ce que tu peux nous dire si certaines personnes ont envie de te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors du coup sur LinkedIn, donc moi c'est Nina Costanza, c'est OSTANZA, je le précise, parce que c'est pas toujours évident de l'orthographier correctement. Et sur LinkedIn, c'est le meilleur moyen, ou alors normalement si on tape ça sur Google avec psychologue, on tombe
sur ma page psychologue.net pour s'il y a besoin de prendre rendez-vous. Voilà. Super, et ben on ne manquera pas de donner l'information. Merci Nina. De rien. Donc, merci à toutes d'avoir écouté cet épisode et puis on se retrouve à très vite pour rencontrer une prochaine femme tout autant exceptionnelle que Nina. Ah d'accord, ça filme, ça dure, ça filme en vrai. J'ai essayé d'être... En plus quand j'ai fini, on dirait que c'était scénarisé, tu vois, j'ai tourné comme ça avec ma tasse de thé. À vous les studios. Top. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Soyez-vous. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre avec Nina et que ses conseils et son expérience vous ont inspiré. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de réaliser vos rêves, alors foncez. Et pour ne rien manquer de l'actualité de Soyez-vous, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un nouveau rendez-vous inspirant.